de la Grande Muraille et nous verrons comment ils luttent pour maintenir ce patrimoine encore debout. Ce voyage va nous conduire au cœur même de la Chine, dans ses régions les plus reculées et les plus inhospitalières. Un chemin emprunté par les marchands de la route de la soie et défendu par des fortifications millénaires. Pour les Chinois, la Grande Muraille est le symbole de l'identité nationale. Elle est partout. Sur les timbres, sur les visas de touristes, sur les insignes de la police nationale. Un constructeur automobile a même créé un pick-up Grande Muraille, très prisé par les Chinois. Cette immense barrière défensive a totalement imprégné la culture chinoise. Elle représente l'unité de ce peuple et sa force. Pendant des siècles, c'est elle qui a délimité les frontières nationales et qui a permis de repousser les envahisseurs étrangers. Sa construction a été initiée par le premier empereur chinois, Qin Shi Huangdi, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Certaines fortifications existaient déjà, mais il a eu l'idée de les relier et de les prolonger. Les Chinois ne sont pas les seuls à être fascinés par la Grande Muraille. Elle attire des visiteurs du monde entier. Badaling, près de Pékin, est la partie de la muraille la plus connue. Elle accueille des milliers de touristes chaque jour. Mais Badaling est une portion restaurée de la Grande Muraille. Les travaux ont été réalisés dans les années 1960, au cours d'une campagne lancée par Mao Zedong pour exalter la fierté chinoise. L'ancienne muraille n'a rien à voir avec celle-ci. Avant de la découvrir, débarrassons-nous de quelques idées reçues. D'abord, elle n'est pas visible de l'espace, à moins d'avoir un très bon télescope. C'est ce qu'a constaté Yang Liwei, le premier spationaute chinois, ou plutôt taïkonaute. Lors de son vol spatial en octobre 2003, il a déclaré « La Terre est très belle vue de l'espace, mais je n'ai pas vu notre Grande Muraille. » La Grande Muraille n'est pas non plus un édifice d'un seul tenant. Elle est constituée de plusieurs parties distinctes, construites sur une période de 2000 ans en des endroits très différents de la Chine. On a longtemps hésité sur sa mesure exacte. Les Chinois l'ont baptisé le long mur des 10 000 lits, ce qui représente environ 5000 km. Selon une étude de 2009 réalisée par l'administration d'État, la Grande Muraille s'étend en réalité sur 8852 km. Nous allons marcher le long de l'une de ses parties les plus anciennes et les plus reculées. Ce parcours demande un effort soutenu et une bonne résistance à la chaleur. Notre voyage commence au centre de la Chine, dans la ville de Lanzhou. Nous suivrons la Grande Muraille jusqu'à son extrémité occidentale, par-delà les déserts et les montagnes. Au 7e siècle, un moine chinois nommé Xuanzang a entrepris un long pèlerinage sur la route de la soie, à la recherche de textes bouddhistes. Son histoire a inspiré un célèbre roman, Le Voyage en Occident. Dans ce livre,
Le personnage, nommé également Xuanzang, rencontre plusieurs figures de légende. Frère Sand, qui est le monstre de la rivière, un cochon chassé du paradis pour pécher de gourmandise, le roi des dragons transformé en cheval, et le roi des singes armé de son bâton magique. Le vrai Xuanzang, lui, a parcouru seul des milliers de kilomètres à pied dans l'ombre de la Grande Muraille. Et c'est sur ces traces que nous entamons notre marche. Lanzhou est la capitale de la province du Gansu. Cette ville animée d'environ 1,5 million d'habitants s'étend sur plus de 20 km le long du fleuve Jaune. Cette étape va nous permettre de nous acclimater à la chaleur et de goûter au charme unique de cette région de la Chine. C'est jour de marché, ce qui tombe bien car nous allons avoir besoin de vivres pour endurer le voyage. Pas facile à première vue d'identifier tout ce qui se vend ici. Il y a toutes sortes de fruits et de légumes. Ce qu'on pense être des pâtisseries peuvent tout aussi bien être des friands à la viande. Et ce ne sont pas les cris des vendeurs qui nous renseigneront. Ils s'expriment dans un dialecte local. Le marché rassemble tous les habitants de la région. C'est l'occasion pour nous d'observer les différentes communautés ethniques et religieuses qui peuplent la province. Les rives du fleuve Jaune nous offrent un spectacle inattendu. Ces roues hydrauliques géantes, de plus de 9 mètres de haut, sont les derniers vestiges d'une entreprise titanesque. Autrefois, près de 250 roues bordaient les rives du fleuve et permettaient d'irriguer les terres alentours. Les roues à eau ont été remplacées par des pompes électriques. Mais le génie qui a présidé à leur création inspire encore quelques artisans. Deng Hua entretient les quelques roues qui restent et en fait des répliques miniatures pour les touristes. Ce curieux assemblage de cochons qui semble gonflé à l'hélium est en réalité un radeau fait de peau de mouton huilée. Nu Chang est l'un des rares bateliers à continuer à se déplacer sur ces drôles de radeaux. Ce n'est pas l'envie qui nous manque de l'accompagner, mais le temps nous est compté. Demain, on quittera Lanzhou pour partir à la découverte du désert. L'eau était abondante jusqu'à présent, mais elle va devenir notre plus grand luxe. Sur les pas de Xuanzang, on va traverser le désert de Tengger en direction des grandes cités de la route de la soie. De Lanzhou, on rejoindra la ville de Shangwei dans la province du Ningxia. Puis notre route bifurquera vers l'ouest et la ville de Wuwei, de nouveau dans la province du Gansu.
Cette zone de marais peu engageante marque le début de notre marche. Et voici ce qui reste ici de la Grande Muraille de Chine. Rien à voir en effet avec le site touristique près de Pékin. Ces hautes murailles ont été érigées il y a plus de 2000 ans pour arrêter l'avancée des envahisseurs mongols. Rien n'a été fait ici pour la restaurer, ni même pour la garder en état. Le sentier qui traverse le marais est à la portée du randonneur le moins aguerri. Il n'en va pas de même pour le désert qui s'étend au-delà. La piste disparaît sous les bourrasques de sable qui balaient le désert. Par endroits, la muraille tout entière est ensevelie. Pour ne pas s'égarer, il faut longer les ruines au plus près. Heureusement, les tours qui jalonnent l'édifice sont autant de repères qui balisent notre route. C'est le début de l'été. La chaleur, la sécheresse et la poussière du désert sont pratiquement insupportables. Difficile d'imaginer une quelconque forme de vie ici. Et pourtant... Ces dunes font près de 10 mètres de haut. Un paysage qu'on a davantage l'habitude de voir en Afrique. Mais on est bien en Chine. Et ici, les animaux du désert ne sont pas les dromadaires, mais les chameaux. Cette apparition semble une vision du passé. Pendant des siècles, les chameaux ont constitué pour les marchands chinois le seul moyen de faire du commerce avec l'Asie centrale et l'Europe. Protégés par la Grande Muraille, ils partaient avec de la soie, du jade et de la porcelaine. Et ils revenaient avec de l'or, de l'ivoire et des pierres précieuses. La caravane avançait au pas lent des chameaux chargés de tous ces trésors, les marchands à leur côté. Mais ces chameaux ne viennent pas d'aussi loin. Au détour d'une dune de sable, on aperçoit un centre d'accueil pour les touristes aventureux venus découvrir le désert. Ce sont des chameaux de Bactriane. Ils sont originaires de cette région de Chine, même s'ils ne sont plus très nombreux aujourd'hui. On n'en compte actuellement que quelques centaines à l'état sauvage. Ils sont parfaitement adaptés à ces climats extrêmes. L'hiver est très rude ici, avec des températures moyennes de moins 25 degrés. Leur long manteau de poils les protège du froid. Il disparaît dès que les beaux jours reviennent, ce qui leur permet de supporter le brusque changement des saisons. Les paysages changent peu à peu. Le désert ne cesse de progresser et la surexploitation agricole y est pour beaucoup. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement demande aux paysans de quitter leurs terres pour y planter des plants d'herbe qui devraient stopper cette avancée. Un véritable déchirement pour ces familles qui ont toujours peuplé la région.
Ce temple bouddhiste, construit le long de la muraille, attire les voyageurs épuisés par la chaleur. Les touristes ne sont pas les seuls à souffrir de la canicule. Un berger et ses moutons profitent de l'ombre du temple pour se protéger du soleil. Autour de nous, les dunes de sable laissent la place à un paysage de pierres et de broussailles. De petits monticules de terre affleurent çà et là. Le berger nous explique que ce sont les tombes des gens de la région. Ses parents aussi sont enterrés dans le désert. Après avoir foulé le sable pendant des kilomètres, le marcheur ne rêve que d'une chose. Prendre un peu de repos dans une oasis luxuriante. Cette écrin de verdure dans la région de Chongwei devait être vitale pour les caravaniers qui empruntaient la route de la soie il y a 1 millier d'années. Aujourd'hui, la distribution des eaux naturelles subvient aux besoins d'une communauté importante et prospère pendant toute l'année. Prochaine étape, Wuwei, une ville bâtie il y a 2000 ans par les Han. Il ne reste pas grand-chose de la ville traditionnelle. Le boom économique de la Chine est arrivé jusqu'ici, aux confins du désert. Nous sommes samedi après-midi, et la grande place est pratiquement noire de monde. Sur ce marché, on vend à peu près tout. Des bombes insecticides aux scooters. Cette statue géante est un symbole familier que l'on retrouve dans toute la Chine. Ce cheval de bronze a été découvert dans un tombeau antique Han par des paysans de la province en 1969. C'est l'heure du déjeuner. On va enfin pouvoir déguster l'une des spécialités nationales, les longues nouilles étirées à la main. Madame Sun et son équipe de filles particulièrement bien entraînées proposent une formule pour le moins originale. Ici, on vient pour manger, mais aussi pour assister au spectacle. Au menu, soupe de nouilles, assiette de viande et un verre de thé pour faire passer le tout. Madame Sun s'occupe de rabattre le client pendant que la brigade s'affaire en cuisine. Le fait que son équipe soit uniquement composée de femmes constitue un solide argument. C'est meilleur que chez les concurrents, affirme-t-elle. Les autres n'emploient que des hommes. Que connaissent-ils de la cuisine? On dit que Marco Polo a découvert ces nouilles au cours de ses voyages sur la route de la soie. Il les aurait ramenées en Italie, où on leur a donné le nom de spaghetti. Et si la formule ne vous inspire pas, vous pouvez toujours opter pour le sandwich à la viande, style hamburger à la mode du Ganzhou. Wuwei recèle bien des surprises. Difficile d'imaginer que cette rue sans attrait puisse mener à un chef-d'œuvre de l'architecture chinoise. Le temple bouddhiste de Dachang. Une peinture murale rappelle que le moine Xuanzang a fait étape ici il y a 14 siècles. On dit qu'il y a passé une année entière,
et on le comprend. Le temple et son parc superbement entretenus sont aujourd'hui encore un véritable havre de paix en plein centre d'une ville moderne et animée. Une oasis au cœur même d'une oasis. Une simple promenade à l'intérieur du parc est déjà une forme de méditation. À l'arrière du temple, un groupe d'artisans restaure l'édifice en utilisant des méthodes traditionnelles. Le plus jeune des apprentis a 13 ans. Il pose les couleurs de base. Un apprenti plus expérimenté prend alors le relais et se charge de la première ébauche. Puis vient le tour du maître qui, lui, se charge des détails. Ces artisans perpétuent une tradition vieille de plusieurs siècles. Son exécution est déjà un acte de dévotion. Un puits se trouve à l'endroit le plus élevé du temple. D'après la légende, l'eau viendrait directement de la ville sacrée de Lhasa au Tibet. On dit que ceux qui la boivent se voient accorder les faveurs divines. Et libre à chacun d'en profiter, comme les moines qui en boivent tous les jours. Pour nous, l'oasis n'est qu'une étape du voyage. Demain, la route va nous mener vers de fabuleux paysages de montagne. Et la Grande Muraille va se révéler sous un autre aspect. On remonte la Grande Muraille en direction du couloir de Hechi, l'une des plus belles régions de Chine, coincée entre les hauts plateaux du Tibet et de la Mongolie. Cette partie de la Grande Muraille a elle aussi souffert du temps. Elle traverse le couloir de Hechi en son centre. Elle a été édifiée pour protéger les paysans Han chinois des Xiongnu, des tribus nomades qui menaçaient les populations et leur commerce. De plus près, on comprend mieux toute l'efficacité de cette imposante forteresse. La muraille atteint 6 mètres de haut et près de 3 mètres d'épaisseur. On a pourtant utilisé pour la construire rien d'autre que la terre qu'on trouve aux alentours. Une terre qui a été comprimée au point de former un édifice dur comme du roc. En période de paix, les habitants de la région adossaient leurs maisons à la muraille. Ils perçaient même des brèches pour que leurs troupeaux puissent avoir accès à des pâturages plus verdoyants. Quand la Chine se trouva de nouveau menacée, les empereurs de la dynastie Ming firent réparer la muraille. L'essentiel de ce que nous voyons ici date du XIVe siècle. C'est comme si le temps s'était arrêté. Pourtant le monde moderne n'est jamais bien loin. Une nouvelle
nouvelle autoroute passe à l'endroit même où se tenait autrefois l'une des portes de la muraille. Difficile d'imaginer que ces tours faites uniquement de boue aient pu résister pendant si longtemps aux outrages du temps. Ces tours marquent le passage d'une région à une autre. Au-delà, c'est le désert de Gobi, le plus grand désert d'Asie. Il se caractérise par des températures extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Marcher en plein désert de Gobi relève de l'exploit. Et le voir s'étendre ainsi à l'infini donne déjà le vertige. Malgré toute sa robustesse, la Grande Muraille n'a pas pu résister aux assauts du climat extrême du désert de Gobi. Des pans entiers se sont désagrégés. Par endroits, il est même difficile de suivre le tracé de la muraille. Nous allons d'abord faire étape à Changye. C'est une ville pleine d'animation qui contraste singulièrement avec le silence du désert. Comme toutes les cités de la route de la soie, Changye a subi diverses influences. La ville mêle ancien et moderne. Dans les nouveaux quartiers de Changye, les habitants pratiquent d'anciennes disciplines traditionnelles telles que le tai chi, le kung-fu ou d'autres arts martiaux plusieurs fois millénaires. Et le sport ici n'est pas réservé qu'aux jeunes. La ville est peu fréquentée par les touristes, mais elle recèle de nombreux trésors. Elle a d'ailleurs reçu le nom de ville d'or sur la route de la soie. Et voici un nouveau marché. À l'écart du centre-ville, on découvre une étrange porte de forme circulaire. Il suffit de passer cette porte pour se retrouver à une autre époque. La vieille ville de Changye a probablement peu changé depuis l'époque de Marco Polo. Ces maisons construites avec la terre du désert sont toujours habitées. Au détour d'une ruelle, on tombe sur un autre vestige du passé. Un caravansérail qui accueillait les marchands et les notables de la province voisine du Shaanxi. On y trouve même un théâtre. Le temps d'une soirée, les caravaniers pouvaient ainsi se détendre et oublier les rigueurs du désert. C'est aussi pour nous le moment de nous reposer. Demain, le désert de Gobi nous attend. Nous reprenons notre route le long de la Grande Muraille, dont les remparts pénètrent à présent le désert. En chemin, nous ferons un crochet jusqu'à la chaîne de montagnes du Qilianshan, histoire de se rafraîchir un peu. Cette partie de la muraille est l'une des plus anciennes.
Elle a été maintes fois reconstruite au fil du temps, et ce jusqu'au XVIIe siècle. Elle continue ainsi sur des kilomètres, à travers des paysages de plus en plus désolés. Cet univers lunaire semble sans concession, entièrement vide. Pourtant, tout près de là se trouve la verdoyante vallée du Qilian Shan. Au fil de notre ascension, la végétation change. Plus nous gagnons en altitude, plus notre marche devient difficile. La terre est pauvre. La seule végétation qui pousse ici, c'est l'herbe courte des steppes, l'aliment préféré des moutons de montagne. Et là où il y a des moutons, il doit y avoir des êtres humains. Ils ne sont pas longs à faire leur apparition. Ce sont des Ouïghours, l'un des plus petits groupes ethniques de Chine. Cela fait des siècles qu'ils ont élu domicile sur ces terres vallonnées. Les Ouïghours se sont sédentarisés, mais ils ont gardé leurs troupeaux de moutons et de yaks. Le lait de yak est la nourriture de base des paysans Ouïghours. Les yaks ne mugissent pas, ils grognent, mais ils appartiennent bien à la famille des vaches. Fidèles à leur sens de l'hospitalité, les Ouïghours nous invitent à l'intérieur de l'une de leurs tentes. Les Ouïghours préparent le thé à la tibétaine. Et ce n'est pas une mince affaire. On fait d'abord infuser les feuilles de thé dans du lait de yak mélangé à de l'eau, puis on ajoute de la farine et du beurre de yak. Il est rare que Guo Tiantai et les membres de sa famille se mettent ainsi sur leur 31. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. La ferme de Guo Tiantai n'est qu'à quelques minutes de marche de notre destination. Un champ à l'extérieur d'un village ouïghour voisin. C'est là qu'a lieu un événement qui se tient une fois par an, auquel peu d'étrangers ont eu l'occasion d'assister. Les courses de chevaux ouïghours. Les chevaux ouïghours sont connus dans toute la Chine. Ils sont plus grands et donc plus rapides que les poneys tibétains ou mongols. Pendant plus d'un millier d'années, tous les chevaux de l'armée impériale venaient d'ici. Plus les chevaux étaient rapides, plus on avait de chances de remporter la victoire sur le champ de bataille. À l'époque, cette course annuelle permettait de mettre à l'épreuve les qualités des chevaux et de leurs cavaliers. Aujourd'hui, c'est surtout l'occasion de voir du monde, même si la compétition y est toujours aussi serrée. Le public arrive de plus en plus nombreux. Signe des temps, la moto a remplacé le cheval dans la vie de tous les jours. Des motos que les Ouïghours ont baptisées chevaux de métal. On ne compte plus que 15 000 Ouïghours en Chine, et ils sont pratiquement tous rassemblés ici aujourd'hui. C'est une population marquée par des influences très diverses, comme toutes celles qui vivent le long de la route de la soie. Les habits qu'ils ont revêtus pour l'occasion reflètent leurs origines culturelles. Certains sont habillés dans la plus pure tradition ouïghour, d'autres dans un style plus tibétain, et d'autres encore à la mode mongole ou kirghize. Guo Tiantai n'est pas seulement éleveur, c'est aussi le directeur de l'école du village.
et aujourd'hui il parade avec un groupe d'élèves de son établissement. La course commence par un défilé. Les gens sont venus de toute la région pour participer à l'événement et soutenir leurs équipes. Les héros du jour ferment la marche. Ce sont les chevaux et leurs cavaliers. Puis, place à la danse. La musique qui sort des haut-parleurs est un chant traditionnel yougour. On compte en réalité deux langues yougoures. L'une est d'origine turque, l'autre mongole. Ce peuple descend des Ouïghours, qui ont émigré dans la province du Gansu au IXe siècle. Après des années d'oppression, on encourage aujourd'hui les minorités ethniques, comme celle des Ouïghours, à conserver et redonner vie à leurs traditions culturelles. La nuit est tombée et la fête continue. Pour rien au monde on raterait cet événement annuel, qui donne à chacun le plaisir de revoir d'anciens amis ou de faire de nouvelles rencontres. C'est le lendemain vraiment que les choses sérieuses commencent. Wotiantai a inscrit un de ses chevaux sur la liste des participants, mais il y a tellement de monde qu'il a du mal à le retrouver. On arrose la piste pour limiter les nuages de poussière, même si ce n'est guère efficace. Les spectateurs encouragent leurs cavaliers. Les paris sont interdits en Chine, mais la tension est palpable sur le champ de course. Guo a retrouvé son cheval. Comme il ne peut plus participer aux courses, il l'a confié à un jeune cavalier. Et d'après Guo, son étalon a toutes ses chances. La première épreuve a commencé. C'est une course contre la montre qui va permettre aux meilleurs de se qualifier pour les courses suivantes. L'allure imposée est le trot, même s'ils vont pratiquement aussi vite que s'ils étaient au galop. Le cheval de Guo s'est qualifié pour l'épreuve suivante. Mais nous ne serons malheureusement plus là pour assister à ses exploits. Il y a encore 4 jours de compétition et nous devons reprendre demain le cours de notre voyage. On laisse derrière nous l'air frais des montagnes où vivent les Ouïghours pour continuer de suivre le tracé de la Grande Muraille. Nous nous apprêtons à vivre l'épreuve la plus difficile de notre périple, sous la chaleur intense du désert de Gobi. En cette fin de printemps,
il fait près de 40 degrés. De quoi tester nos limites. Mais l'air est limpide et le décor grandiose. De quoi oublier les désagréments du voyage. La Grande Muraille est mieux conservée par ici et plus facile à suivre. Elle nous conduit bientôt sur les hauteurs des montagnes avoisinantes. Les remparts longent les crêtes qui surplombent la vallée. La muraille a été construite pour arrêter l'envahisseur et elle était particulièrement utile à cet endroit. Elle devait dissuader les hordes de guerriers venus d'Asie centrale qui dévalaient le flanc de la montagne à cheval pour conquérir la vallée. Nous découvrons sur la falaise d'étranges sculptures. Elles ont probablement été réalisées par des guerriers venus de l'étranger. Elles représentent d'immenses animaux qui ressemblent à des cerfs. Surprenant dans ces régions désertiques. On peut s'étonner de l'acharnement des envahisseurs à vouloir conquérir des territoires aussi arides. Mais le désert n'est jamais si désert que ça. À quelques pas de là, nous découvrons une oasis. Sans ces poches d'eau, il serait impossible de traverser ces territoires brûlés par le soleil et encore moins de s'y installer. Grâce à la muraille, les Chinois ont gardé l'oasis à l'intérieur de leurs frontières, hors de portée de leurs ennemis. La muraille semble différente par ici. En fait, elle a été restaurée par le gouvernement chinois. Plus loin, à un autre endroit de la muraille, c'est un agriculteur de la région qui a pris les choses en main. Yang Yongfu a restauré les tours de la muraille sur plusieurs kilomètres. Entouré d'une poignée de passionnés, il utilise des techniques très anciennes qui semblent défier les lois de l'architecture moderne. Tout est fait à la main, avec de simples rondins, des liens de paille torsadés et de la terre amenée à dos d'homme. Peu à peu, Yang Yongfu parvient à retrouver l'image passée de la Grande Muraille en reproduisant des gestes ancestraux. On tasse la terre pour obtenir une structure solide et dure comme du roc. Une fois les rondins détachés pour être réutilisés, on obtient ce motif très particulier qui orne la surface de la muraille. C'est ainsi qu'il y a des siècles, on construisit des kilomètres de fortifications. Le travail de Yang est aujourd'hui menacé. Un débat national agite le pays entier sur la politique de restauration de la muraille. Le sentiment général est que ce type de restauration complète équivaut à remplacer la muraille d'origine et à précipiter sa destruction. Pourtant, comme nous l'avons si souvent vu au cours de notre périple, laissée à elle-même, elle tombe inéluctablement en ruine. C'est un dilemme qui aujourd'hui n'a toujours pas été résolu.
Yang et ses ouvriers viennent du village situé dans l'oasis en contrebas. Leurs maisons aussi sont faites de terre. Les habitants se sont parfois servis de la muraille pour y adosser leur maison. Mais quand elle menaçait de s'effondrer, ils ont donné de leur temps pour la réparer. Pour eux, la muraille fait partie intégrante de leur vie. Avant de reprendre notre marche dans le désert, on va faire étape à Chifang, un petit village situé sur les contreforts de la montagne. Un accueil inattendu nous est réservé. Notre arrivée tombe en pleine période de festivités. Ces jours-là, les visiteurs de passage ont droit aux mêmes privilèges que les invités. Dans cette région pauvre et désertique, être convié à un tel festin est un véritable honneur. Et il y a même du vin de riz. Le plat principal est un agneau entier. Notre hôte est le maire du village. Il sert les meilleurs morceaux aux invités. Et ici, le globe oculaire fait partie des morceaux de choix. Mais la véritable raison de notre venue ne se trouve pas dans cette salle des fêtes. Cette vallée compte un nombre incroyable de temples bouddhistes. Il y en a eu jusqu'à 365, un pour chaque jour de l'année. Même si on n'en compte plus que 52 aujourd'hui, leur nombre est de nouveau en progression. Le bouddhisme a été banni de longues années, mais il est aujourd'hui toléré. Le gouvernement participe financièrement à la reconstruction des temples. L'opération est menée ici par le moine Diyi et sa femme Liying. Diyi a été élevé dans la tradition bouddhiste. Ma mère était bouddhiste. On avait une statue de Bouddha à la maison et on brûlait de l'encens. Dès que la pratique du bouddhisme a de nouveau été autorisée, il est allé avec des amis dans une carrière de la région et ils ont commencé à ramener des pierres pour reconstruire les temples. Et il a bien l'intention de continuer jusqu'à ce que tous les temples soient rebâtis. Le projet est colossal, mais il revêt une grande importance pour tous les moines de la région. Une grotte située près du village recèle un fabuleux trésor, des statues qui représentent les 500 apprentis de Bouddha. Le moine Zhenjonghui connaît chacun d'entre eux et les traits de caractère qui leur sont attribués. Chaque apprenti est porteur d'un enseignement. Ce jeune apprenti, intelligent et plein d'énergie, est aussi très impulsif. Il doit apprendre à réfléchir.
Celui-ci est plus âgé. Il rappelle que la réussite ou la fortune ne sont jamais définitivement acquises et que la vie est pleine de surprises. On sent très fortement l'empreinte de la philosophie chinoise dans les préceptes enseignés par ces statues. Elle montre comment les Chinois ont su adapter le bouddhisme, une religion d'origine indienne, aux exigences de leur culture. Les bouddhistes de Chifang sont nombreux à suivre les rites pratiqués par leurs voisins tibétains. Au temple de Wenshu, ils vénèrent leur maître spirituel, Danbinima, qui a reçu la puissance divine. Pour ces bouddhistes, les dieux sont des êtres vivants, et le but de cette cérémonie est précisément de donner la vie divine à une statue. La cérémonie est longue et complexe. La récitation des mantras plonge les moines dans un état méditatif. Au cours d'un rituel dit d'ouverture des yeux, la statue est animée de la grâce de l'être éveillé qu'elle représente. Danbinima enveloppe ensuite la statue et la remet à l'homme qui l'a amenée. De retour chez lui, il pourra ainsi bénéficier des bienfaits de la statue bénie qui le protégera du mal. La grotte qui se trouve derrière le temple a une signification toute particulière pour lui. Danbinima pense être la réincarnation du Wenshu-Pusa, l'un des compagnons de Bouddha. Wenshu-Pusa est apparu dans cette grotte. Il avait pour mission d'aider les gens à atteindre l'illumination. Au cours de la révolution culturelle chinoise, une grande partie de ces grottes ont été détruites sur l'ordre du gouvernement. Celle-ci servait d'épicerie à l'époque, et elle a été épargnée. Mais il ne reste pas grand-chose des anciennes peintures murales. Seuls quelques fragments ont résisté aux outrages du temps. Danbinima nous conduit dans ses appartements privés pour nous montrer un bien étrange trésor. Ces objets sacrés sont des restes humains que seul Danbinima a le droit de toucher. Ils viennent des familles des morts qui en ont fait don au temple. On les utilise aux enterrements pour purifier l'âme des défunts. D'après la religion bouddhiste, ils donnent aux offrants le droit à certains privilèges au cours de leur prochaine vie. Cette coupe est faite de la partie supérieure du crâne d'une jeune femme morte dans un accident. Ce tibia a été transformé en flûte rituelle. Ça, c'est la peau qui recouvrait la main et l'avant-bras d'un vieil homme. Cela peut nous sembler macabre. Mais la mort, même lorsqu'elle frappe prématurément, occupe une place très importante dans la vie des bouddhistes tibétains. Ici, les enterrements sont des événements majeurs et donnent lieu à d'importants rituels.
Une façon peut-être de trouver un peu de réconfort dans cet environnement rigoureux. À l'extérieur, la journée se termine par la levée des drapeaux. Leur mouvement précipite l'ascension des prières jusqu'au ciel. Ils symbolisent la résurgence de spiritualité bouddhiste dans cette région. Demain, nous quitterons cette paisible vallée pour repartir sur les traces de la Grande Muraille. Et cette fois, nous la suivrons jusqu'au bout, là où elle formait autrefois l'avant-poste de la Chine. Au matin de notre dernière étape, nous passons devant les statues du moine Xuanzang et de ses compagnons de voyage. Alors que nous approchons de Chayuquan, nous croisons une caravane de chameaux. Mais ce sont des chameaux de béton, signe que Chayuquan est bien une ville industrielle moderne. À l'entrée de la ville, se dresse le dernier fort, l'avant-poste de la grande dynastie chinoise, la dynastie Ming. Ce fort marque l'extrémité ouest de la Grande Muraille. Il a été reconstruit tel qu'il était à l'époque. Par-delà le fort, se dressent des montagnes qui se trouvaient alors à l'extérieur de la Chine, mais qui aujourd'hui en font partie. L'immense rempart qui jouait un rôle essentiel n'a plus lieu d'être. Nous avons suivi la Grande Muraille, là où l'accès est le plus difficile, mais également là où les paysages sont les plus extraordinaires. La muraille traverse des régions si différentes qu'un marcheur pourrait passer sa vie entière à la découvrir. Avant de quitter la Chine, nous retournons au pied de la muraille sur la partie qui se trouve près de Pékin, où nous avons rendez-vous avec Zhu Wangping. Pour lui, comme pour de nombreux Chinois, la muraille a joué un rôle déterminant. Il a passé sa vie à la photographier. La muraille est bien plus qu'un chef-d'œuvre de l'ingénierie traditionnelle. Pour lui, la muraille est un véritable trésor, transmis de génération en génération. Elle est le symbole même de l'éternité. Pourtant, la muraille n'est pas éternelle. En de nombreux endroits, alors que le débat sur sa restauration fait rage, elle continue de se dégrader et tombe lentement mais inéluctablement en ruine. Il faut à tout prix sauvegarder la Grande Muraille. Les parties de la muraille qui ont été reconstruites ne sont pas seulement utiles, elles sont essentielles. La Grande Muraille longe quelques-uns des plus beaux paysages de la planète. C'est l'emblème de tout un peuple et le patrimoine de l'humanité. Ces remparts racontent l'histoire de la Chine dans toute son immensité et sa puissance. Un voyage inoubliable entre passé et modernité.